research manager at the Medical Coinsight Group, and I will be the co-moderator for today's event. This webinar is titled Designing or Implementing Family Planning Programs and How to Introduce Solutions Sustainably and at Scale. Familiale. Comment utiliser des solutions numériques d'une façon durable et à l'échelle. Ça fait partie de la semaine de la santé numérique. Nous travaillons avec plusieurs organisateurs, le PRB, le projet PACE, qui travaille avec les parties prenantes de la planification familiale et la santé des adolescents. Nous travaillons aussi avec le Medical Concierge Group, qui gère le compendium de la santé numérique. Nous travaillons aussi avec les organisations qui mettent à profit les solutions numériques pour promouvoir la santé maternelle et infantile. Nous travaillons aussi avec Knowledge Success, un groupe qui travaille dans la gestion des connaissances. Tout d'abord, j'aimerais parler de quelques sujets importants pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Tout d'abord, il y aura un service d'interprétation en français pour ce webinaire. Pour lancer la fonction d'interprétation, vous allez regarder en bas de votre écran et cliquer sur l'icône interprétation et vous pouvez choisir votre langue de prédilection. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue. Nous allons suivre le chat et nous allons poser vos questions pendant la séance questions-réponses. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions pendant toutes les présentations. N'hésitez pas à parler, à partager vos observations, vos questions dans la boîte de dialogue. Nous allons enregistrer ce webinaire et nous allons partager les présentations et les diapositives en anglais et en français à tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nous allons partager les vidéos sur Internet aussi. Donc maintenant, nous allons commencer avec une vidéo. En 2015, to everyone by 2030. We have less than 10 years to reach the goal of universal health coverage, and yet over half the world still lacks access to essential primary health care. As a consequence, 930 million people are at risk of falling into poverty due to out-of-pocket spending on their health needs. Digital technologies hold the potential of accelerating progress to health for all. Effectively deployed, digital technologies can strengthen health systems, support individuals to better manage their own health, and enhance the availability, accessibility, affordability, and quality of health services. Digital Health Week is a global moment to champion the role of digital health in universal health coverage. During Digital Health Week, organizations around the world are coming together to host events, make public commitments, and shine a light on the successes and challenges of digital health and UHC in their context. During Digital Health Week, pendant la semaine de la santé numérique, les sociétés civiles, les entreprises privées, les institutions sanitaires, les gouvernements et les individus s'attaquent aux défis et par des opportunités liées à la santé numérique dans leur pays et dans leur région. Où en était la santé numérique? Quels sont les obstacles à surmonter? Dans le cadre de notre travail avec le VIH et la sensibilisation et les questions des droits sexuels et reproductifs, nous avons amélioré l'accès aux services de santé et les droits à la santé reproductive. Il y a CAMI, où l'Association de la santé en Indonésie a travaillé pour améliorer l'accès pour nos 30 000 membres. C'est maintenant qu'il faut agir pour favoriser les droits de santé pour tous. As we
build a digitally enabled future, it's imperative that the voices of young people are not left out of the design, planning, and implementation of these interventions. Digital Health Week is an exciting opportunity for young people to showcase their digital health solutions, as we will be doing through the Humans of Digital Health campaign by Yet4Age. The first Global Digital Health Week is being coordinated by Transform Health. We are a coalition of organizations committed to championing the role of digital technology and data to achieve universal health coverage by 2030. We want to see the transformation of health systems to ensure that everyone has access to equitable, affordable, and quality healthcare by harnessing the potential of digital technologies whilst ensuring no one is left behind. This requires stronger political will, a clear health data governance framework grounded in human rights and equity, and increased and coordinated investment towards digital health. So join us during Digital Health Week to champion health for all in the digital age. Hold discussions, make commitments, and amplify the role of digital health on your organization's website and on social media. Right. I welcome you all back from that very insightful and interesting video. Je vous souhaite encore la bienvenue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Avant de commencer, je vais présenter l'ordre du jour. Nous aurons 4 présentations de 12 à 15 minutes des représentants de 4 organisations qui vont parler de leurs solutions numériques qu'ils ont mises en œuvre à l'échelle. Nous avons les représentants de ces organisations qui seront ici avec nous. Après les présentations, il y aura une séance questions-réponses à la fin de la session. Ce sera modéré par un représentant de Maternal et Infant Health Consulting. Nous allons partager des informations. Nous aurons aussi une présentation du compendium de la santé numérique. Nous allons présenter les observations clés sur ces systèmes et les thèmes importants, les éléments importants quand nous parlons des solutions numériques qui sont durables et à l'échelle. Nous allons aussi présenter un résumé général à la fin de la session pour parler des 4 projets qui ont été présentés. Maintenant, nous allons commencer avec les présentations pour parler du compendium. Comme j'ai dit, je m'appelle Dr. Luis Kamele-Gaye et je travaille avec le compendium de la santé numérique. Le compendium est un outil en ligne qui représente 16 solutions numériques pour la planification familiale. Vous pouvez y accéder sur Internet. Vous pouvez utiliser votre navigateur et vous pouvez cliquer sur le lien qui est ici dans la boîte de dialogue. Ce compendium présente plusieurs innovations et plusieurs solutions numériques qui essaient d'améliorer l'accès à la planification familiale en Afrique subsaharienne et dans des pays asiatiques. Le compendium encourage l'adoption des solutions numériques en présentant des détails des solutions. On essaie d'améliorer, de rendre les services de planification familiale plus efficaces pour réaliser les objectifs de la santé mondiale. Ce compendium implique plusieurs parties prenantes et plusieurs institutions qui sont déjà impliquées dans ce domaine. Nous travaillons aussi avec les décideurs. Pour les décideurs,
La valeur de ce compendium est d'avoir une présentation des solutions qui ont déjà été développées et qui ont déjà fonctionné. Les décideurs peuvent mieux comprendre ce qui fonctionne et comment mettre en œuvre et mettre à l'échelle ces solutions. Nous avons aussi un forum qui encourage plus de discussions sur les solutions et les programmes qui ont réussi dans des régions différentes. Avec les outils dans le compendium, nous pouvons partager les expériences et nous pouvons aussi adapter les technologies différentes aux contextes différents. Et avec tout ceci, nous pouvons continuer à travailler pour réaliser les objectifs de développement durable, plus spécifiquement le DD3. Avec le compendium, nous espérons trouver des solutions, emprunter des solutions des programmes existants. Nous ne voulons pas recommencer à zéro à chaque fois. Les informations clés sur le compendium, nous avons les informations sur plus de 52 études de cas, 14 qui ont été ajoutées cette semaine. Ces études parlent des innovations dans des pays à revenus faibles et intermédiaires à travers le monde. Nous avons non seulement le titre de l'innovation ou le partenaire d'exécution, mais aussi les détails de comment on a mis en œuvre l'innovation et les informations sur les pays où nous avons utilisé ces innovations et où ces innovations ont réussi. Nous parlons aussi de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous parlons aussi des innovations, l'impact de ces innovations, quelles populations ont été touchées par ces innovations. Et nous partageons aussi des leçons tirées de nos expériences. Diapositive suivante. Voilà ce que nous avons appris, les leçons que nous avons tirées. Nous avons quelques intervenants qui vont présenter quelques solutions aujourd'hui. Les cas que nous avons étudiés et qui seront présentés aujourd'hui ont réussi à être durables et flexibles. Pour réaliser ces objectifs, nous avons découvert qu'il fallait 3 ou 7 éléments importants dans chaque contexte. Et si nous allons réussir avec les solutions, il faut répondre à ces 7 éléments. Tout premier, l'implication du ministère. Il faut l'implication du ministère. Cela peut être le ministère de la Santé, le ministère de l'Innovation, le ministère d'autres ministères selon le pays où nous allons utiliser cette innovation. Le ministère joue un rôle clé dans la mise en œuvre de ces innovations. Donc, il faut travailler avec le ministère dès le début, même pendant l'étape de conception, pour réaliser une solution. Nous avons découvert que dans certains pays, c'était bien d'avoir tout organisé au niveau local. Et pour réussir, il fallait impliquer le ministère dès le début, parce que cela encourage plus de sens d'appropriation. Deuxièmement, il fallait avoir des modèles de revenus, ce qui est important pour assurer la durabilité de ces solutions. Un exemple, quand vous allez utiliser une solution, vous pouvez les modifier. Nous avons MRO, une solution qui sera présentée aujourd'hui, et on peut ajuster les coûts. C'est une innovation à coût bas. Et vous pouvez ajuster les frais d'utilisation de cette innovation qui peut rendre cette innovation plus abordable pour la population. Donc, vous pouvez allouer des revenus pour rendre durable et pour appuyer cette solution.
Troisièmement, il faut faire preuve d'adaptabilité. Il faut concevoir des outils qui peuvent être adaptés à n'importe quel contexte. Les outils doivent être souples. Dès le début, il faut créer un outil qui peut être modifié, ajusté. Par exemple, avec la pandémie, tout a changé. Les solutions devraient être capables de s'adapter pour répondre aux nouveaux défis. Par exemple, la pandémie. Il ne faut pas être obligé, on ne doit pas être obligé de créer ou de concevoir de nouvel outil chaque fois qu'il y a des changements mondiaux. Donc, il faut que les outils soient capables de s'adapter. Quatrièmement, il faut que les outils soient capables d'être mis à jour ou d'être actualisés selon les besoins. L'adoption, encore un élément très important, est l'adoption. Si l'outil apporte beaucoup de bienfaits à l'échelle, il y aura plus d'adoption de cet outil. Des outils devraient être conçus pour intégrer aux programmes de santé publique existants. Donc, il faut concevoir et créer des outils pour la planification familiale qui peuvent être intégrés dans des plateformes existantes. Cela va augmenter l'utilisation et l'adoption. Diapositive suivante. Et maintenant, je vais présenter nos intervenants. Le premier projet qui sera présenté aujourd'hui, qui est M-Pedigree. Je vais présenter cet intervenant. Nous avons Eugène Boidou, qui est le chef des affaires à M-Pedigree. Et maintenant, je passe la parole à Eugène, qui va nous présenter cette solution M-Pedigree. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être ici et je vous remercie d'avoir fait cette présentation extrêmement complète. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, où que vous vous trouviez dans le monde. Je m'appelle Eugène Kweku-Boadou. Je dirige les affaires d'entreprise de M-Pedigree. Je vais vous présenter notre travail et vous faire part d'enseignements essentiels que nous avons appris. Et concernant notre contribution à la santé familiale. Donc, bien sûr, je vais parler de pérennité, d'adaptabilité dans nos solutions et de souplesse, bien sûr. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer. M-Pedigree est une entreprise sociale qui s'est engagée à maîtriser des technologies de façon à habiliter les consommateurs ainsi que les gouvernements dans le monde entier pour lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon, en effet, est un problème mondial qui touche quasiment tous les marchés possibles dans tous les domaines. Cela étant dit, il y a certaines économies qui ont souffert beaucoup plus. Les pays d'Afrique, certaines régions en Asie tendent à être
très affectés par ceci, qu'il s'agisse de parfums, de vêtements, de pièces détachées ou autres. Mais la tendance, il y a une tendance très forte quant aux médicaments de contrefaçon depuis la dernière décennie. Nous estimons que ce commerce de contrefaçon est très juteux. Et donc, il y a ceci tend à suggérer que la criminalité internationale profite de ceci, notamment les groupes terroristes. Si vous prenez le Nigeria, par exemple, il a été estimé que entre 40 et 60% des médicaments en circulation auraient pu être des médicaments de contrefaçon. C'était là le scénario avant que notre organisation ne commence à intervenir sur le marché. J'ai parlé un petit peu de chiffres. Parfois, je pense que les chiffres sont un peu trop impersonnels. Quand on parle de la contrefaçon et qu'on dit combien de milliards de dollars, voire même de milliards de dollars, ou qu'on parle de 14% de médicaments antipaludiques, mais en fait, ces chiffres sont très impersonnels. Et ces statistiques, en fait, ce sont des décès dans le monde entier. Et vous pouvez penser d'ailleurs à ce grand musicien nigérian qui est décédé après avoir pris des médicaments de contrefaçon. Donc, la contrefaçon, ceci touche des millions de personnes dans le monde et les tue. On parle de vie, on parle de décès ici. Donc, il y a un coût de production qui est très faible. La production se fait hors de toute réglementation. Les ingrédients, il n'y a aucun suivi des ingrédients utilisés. Vous pouvez voir ici des ateliers de fabrication de médicaments contrefaits. Vous pouvez voir combien les mesures d'hygiène ne sont pas respectées. Donc, en fait, ces médicaments-là sont vendus à peine moins cher que les médicaments officiels, mais coûtent beaucoup moins. Et donc, le consommateur est confronté à un médicament faux ou un médicament original et il n'a que 2 minutes pour décider à la pharmacie de ce qu'il va acheter. Et vous pouvez voir ici, l'un est un médicament contrefait et l'autre ne l'est pas. Et même des professionnels aguerris ne peuvent pas dire quelle est la différence, distinguer la différence, parce que les marques de produits contrefaits imitent extrêmement bien le conditionnement extérieur des médicaments. Donc, il est très difficile de distinguer de faire la distinction, et donc le consommateur est en danger lorsqu'il consomme un produit pharmaceutique. Il y a des implications également très graves dans la contrefaçon. Par exemple, il y a des incidences sur la propriété intellectuelle, sur les droits de propriété intellectuelle. Donc, il y a également des effets sur l'économie parce que ces produits les recettes de ces médicaments ne vont pas du tout au gouvernement par l'intermédiaire des impôts ou autres. Par ailleurs, ceci peut porter préjudice à des entreprises pharmaceutiques légitimes. Et enfin, on s'aperçoit que les personnes aussi finissent par douter de l'efficacité des médicaments. Donc, hormis les décès induits par ces médicaments, il y a également des conséquences économiques très importantes.
Les entreprises ont donc réagi avec toute une panoplie de choses, hologrammes, la technologie RFID, et puis également utilisation de notices d'information pour informer les consommateurs introduits dans les paquets. Dans le cas des hologrammes, les criminels ont produit eux-mêmes des hologrammes qui ressemblaient beaucoup à ceux des compagnies pharmaceutiques. Des technologies telles que les étiquettes RFID n'étaient pas non plus compatibles avec les pays en voie de développement. Et donc, toute solution trouvée ne pouvait pas être pérenne à long terme. Même le conditionnement qui changeait constamment. Donc, j'ai parlé des hologrammes. Vous pouvez voir les hologrammes. Vous pouvez voir la technologie RFID aussi. Et d'un point de vue du coût, cette technologie RFID ne convient pas aux pays en développement. Diapo suivante. Alors, la solution est simple. Nous apposons un autocollant unique avec un code unique, un numéro de série unique, et donc l'acheteur peut gratter sur ce code, envoyer ce code sur son téléphone et en quelques secondes recevoir des informations permettant de savoir si c'est un produit véritable ou si c'est un produit de contrefaçon. Et donc, à ce moment-là, le consommateur peut se plaindre que le produit est un produit contrefait. Comme je l'ai dit, le numéro de série peut être utilisé par le consommateur avec son téléphone, ou le consommateur peut même envoyer par texto le code pour, en quelques secondes, recevoir des informations concernant le produit pharmaceutique spécifique qu'il a acheté. Avec les gouvernements et les instituts de réglementation, nous œuvrons pour essayer de renforcer la réglementation, notamment en planification familiale et santé reproductive. Le médicament que vous voyez là est très populaire parmi les jeunes et les jeunes femmes qui souhaitent prendre des choix sur leur possibilité de reproduction, sur des choix. Et lorsque vous voyez ce médicament, il n'était pas possible de savoir quel était un vrai, quel était un faux. Et j'ai parlé avec des personnes qui se sont servies de ce produit et qui ont été enceintes. Donc, nous avons décidé de protéger ce produit afin que toute femme, toute jeune femme puisse acheter un contraceptif d'urgence tout en étant sûr que ce médicament est sûr, qu'il est certifié, qu'il est homologué afin qu'elle puisse s'en servir avec confiance. Donc ici, vous pouvez voir le paquet Lénore avec une étiquette qu'il suffit de gratter avec un numéro qui apparaît ensuite et il est possible d'envoyer ce numéro en quelques secondes, 2-3 secondes, un message authentifiant le produit est envoyé à la personne et vous savez si c'est un produit qui est un véritable produit, qui n'est pas de contrefaçon, et s'il y a des problèmes d'effets secondaires ou autres, il y a un numéro que l'on peut
appeler. Diapo suivante. Postinor était également un produit où il y avait énormément, qui faisait l'objet de très nombreuses contrefaçons au Nigeria et on ne savait pas si on achetait le bon produit ou pas et le fabricant était très énervé. Donc, des campagnes ont été lancées qui n'ont pas obtenu de très bons résultats parce qu'il était toujours très difficile pour les consommateurs de faire la différence. Autre diapo suivante. Nous avons donc commencé à travailler avec eux pour que chaque boîte de Postinor vendue soit munie de cet autocollant qu'on pouvait gratter et dont on pouvait envoyer le numéro pour vérifier que c'était bien un produit licite. Donc, voici les retours d'informations que nous avons obtenus. Donc, bien sûr, cet autocollant a été extrêmement bien reçu par les consommateurs qui sont maintenant en mesure de faire la distinction entre le vrai et le faux. Dans le même temps, il est possible d'obtenir des informations critiques sur le produit, ce qui permet aux entreprises pharmaceutiques d'affiner leur stratégie marketing avec les informations consommateurs qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, ce système est opérationnel dans un grand nombre de pays. Et MPedigree a été l'une des premières entreprises à se commercialiser ce produit et à obtenir des résultats assez rapides. Je vais passer le reste du temps qui m'est accordé pour expliquer la stratégie commerciale et le modèle de tarification qui a donné des résultats. Ce système est gratuit pour les consommateurs, les patients et les utilisateurs finaux. Il est également gratuit pour les autorités gouvernementales et les acteurs commerciaux doivent payer une petite taxe. Donc, nous reconnaissons qu'il est nécessaire que ce modèle soit pérenne. Et donc, nous avons trouvé ce modèle de tarification qui cible l'industrie pharmaceutique qui va bénéficier de ce système. Et nous nous assurons également que ce service est gratuit pour les consommateurs et les autorités gouvernementales. Et donc, ceci faisait partie de nos engagements à induire des impacts sociaux et cela fait 8 ans que nous avons déployé ce système à pleine échelle. Et il n'y a pas eu d'augmentation de prix des médicaments suite à l'utilisation de cette technologie, ce qui nous a prouvé que l'industrie pharmaceutique était prête à absorber ce coût supplémentaire. Diapo suivante. Comme je l'ai dit, le modèle marketing a été validé par les marchés, les prix n'ont pas augmenté, les prix des médicaments n'ont pas augmenté. Ceci a montré que l'industrie était capable d'absorber ses coûts et ceci nous a permis de nous adapter en permanence sans pour autant augmenter les prix ni les répercuter sur les consommateurs. Par ailleurs, ce système a été validé dans d'autres domaines d'activité, par exemple pour les graines au Ghana, dans l'industrie textile, le cosmétique, les câbles, le produit alimentaire. Et donc, ceci nous montre, mais aussi ce système a été déployé dans d'autres domaines de la santé. Nous avons été récompensés
Donc, voilà l'histoire de mPedigree. Voici les travaux que nous avons réalisés et voici notre contribution à la planification familiale en Afrique et dans le reste du monde. Je vous remercie. Merci pour cette présentation fort intéressante. Nous recevrons les questions sur votre présentation à la fin. Nous allons passer à Bridget Deacon, qui est directrice générale. Et c'est une plateforme qui est basée à Nairobi, au Kenya. Avant de se rendre au Kenya, Bridget travaillait à la BBC à Londres et elle va donc nous parler de Shoe Jazz et je lui donne donc la parole maintenant. Hello everyone. Apologies. Bonjour à tous. Désolée, je n'appuyais pas sur le bon bouton. Je m'appelle Bridget Deacon. Je vous remercie. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous parler un peu de Shoe Jazz Inc. et des programmes, des émissions que nous produisons. Vous m'entendez? Yes, we can hear you clearly. Thanks. Oui, on vous entend. D'accord. Donc, Shoe Jazz Inc. est un réseau d'entrepreneuriat social basé à Nairobi, mais nous sommes également en Tanzanie, implantés en Tanzanie. Nous sommes convaincus que cette génération peut transformer la société pour le mieux, que tout ce que nous faisons donc à Shoe Jazz vise à abattre les obstacles, de façon que les jeunes pourront maîtriser leur avenir. Et avant de rentrer dans les détails de ce que nous faisons à Shoe Jazz Inc., je vais vous dire un petit peu ce que nous avons réussi à faire au Kenya et en Tanzanie. Nous avons touché plus de 9,1 millions de personnes. C'est 71% des 15-24 ans au Kenya, ce qui est énorme, et 23% des 15-24 en Tanzanie. Shoe Jazz, tout d'abord, est une plateforme multimédia pour les jeunes. Nous avons Hustler MBA, qui est une initiative d'apprentissage entre pairs. Et nous avons également Mesh, qui est une communauté en ligne pour les entrepreneurs. Je vais vous parler de Shoe Jazz. Donc, nous associons la presse écrite, les réseaux sociaux et les innovations pour inspirer les jeunes avec les informations sur leur santé sexuelle et reproductive. Après avoir parlé de Shoe Jazz, je vais parler un peu d'un deuxième projet que où nous avons utilisé les récits intéressants pour essayer d'aider les jeunes à prendre leur vie en main. Diapositive suivante. Nous avons une théorie de changement qui a été testée et nous utilisons cette théorie pour toutes nos initiatives. Nous savons que nous travaillons avec les jeunes dans toutes les plateformes numériques et analogues. Nous avons des plateformes, nous utilisons les SMS, Facebook, Instagram, d'autres plateformes existantes. Nous savons que cela fait partie, c'est une partie clé de créer des espaces sûrs pour des jeunes où les jeunes peuvent parler avec leur père. Nous allons inclure les jeunes dans ces conversations. Les jeunes peuvent explorer, découvrir la réalité et les expériences. Les jeunes ont l'occasion de s'engager avec des bons modèles pour parler avec des personnes qui utilisent déjà des contraceptifs ou des personnes qui sont déjà allées au point de service.
Nous essayons aussi de déconstruire des mythes et des stéréotypes. Nous avons plusieurs études. Nous travaillons avec des partenaires universitaires et des partenaires des chercheurs. Et nous essayons d'encourager ces jeunes de participer aux plateformes et de faire partie d'une zone sans jugement. Les jeunes commencent à devenir plus indépendants. Les jeunes se sentent qu'ils ont plus de contrôle dans leur vie. Ils ont une voix. Voilà notre théorie de changement. Je vais expliquer comment nous avons utilisé cette théorie dans tous nos programmes. Mais parlons maintenant de l'impact que nous avons déjà eu. Une chose que nous faisons avec tous nos programmes est d'assurer que nous pouvons suivre l'impact que nos programmes ont sur la vie des jeunes. Nous avons travaillé avec l'Université de Tulane, l'Université de la Caroline du Sud et d'autres universités pour étudier les incidences de nos programmes. Nous savons que quand les jeunes utilisent Shoojaz et utilisent les médias que nous avons produits, les jeunes sont plus probables à reporter la grossesse, plus probables à utiliser les préservatifs et moins probables à se marier pendant l'adolescence. Donc, nous avons encouragé un changement comportemental avec les récits. Nous avons travaillé avec le Population Council et l'USAID afin d'appuyer leur projet FIA 2. Nous avons, c'est le projet de recherche opérationnelle sur l'assistance intégrée en matière de cibles de population et de santé. Nous avons travaillé avec eux pour utiliser les outils de réseaux sociaux et les outils de médias numériques pour atteindre la population des adolescentes en Afrique de l'Est. Nous avons commencé avec un guide très simple. Nous avons toujours mis notre public et notre population cible à l'avant dans tous nos programmes. Nous pensons que les jeunes connaissent les bonnes solutions et nous savons que cela a été vrai pour chaque intervention. Les jeunes savent pourquoi et quand ils ont choisi d'utiliser les contraceptifs et les services de planification familiale. Nous avons travaillé avec l'USAID pour créer ce programme pour les adolescentes et les jeunes filles. La première étape était de parler avec les jeunes filles. Donc, nous avons utilisé des méthodes de recherche divertissantes, engageantes et très informelles. Et avec ceci, nous avons découvert des vraies histoires. Et avec ceci, nous avons produit des émissions authentiques. En réponse à ces recherches, nous avons créé un feuilleton sur la radio. Nous l'avons appelé Jack Rock, qui veut dire le début. Voilà le récit que nous avons raconté. Une adolescente mariée qui habite dans le Kenya rural. Elle parle et les interactions qu'elle a avec sa famille, avec ses amis et ses rêves. Nous avons abordé les sujets de la violence faite aux femmes, la sexualité, les contraceptifs, parmi d'autres. Nous avons raconté l'histoire de plusieurs jeunes et de leurs familles. Nous avons créé cette série radiophonique et nous avons publié en plus les brochures illustrées. Nous les avons affichées dans des zones rurales et ces brochures avaient beaucoup d'informations et les détails sur les enjeux qui ont été présentés pendant la série. Nous avons travaillé avec ceux qui travaillent sur le terrain. Nous avons travaillé avec les agents de santé communautaire et nous avons aussi présenté des formations pour ces travailleurs. En fait, cette série a tellement réussi que nous avons rediffusé la même série 3 fois dans des régions différentes.
et on a reçu un prix pour construire la paix en Afrique pour la catégorie genre. Nous avons aussi créé un élément qui encourageait la discussion entre ceux qui écoutaient la série. Nous avons dit, si vous voulez apprendre plus sur ce que nous avons discuté aujourd'hui, vous pouvez envoyer un SMS gratuitement. Vous pouvez partager, vous pouvez participer aux discussions avec d'autres fans de cette série. Et nous avons après organisé un dialogue en live avec un DJ sur la radio. Nous avons dit que si on envoyait des questions, on pouvait les lire en direct. Nous les avons partagées sur Facebook et aussi la personne qui pose la question allait recevoir une réponse en direct venant d'un expert en santé reproductive. Les filles adolescentes qui voulaient participer avaient l'occasion de parler et de présenter les informations aux universitaires, aux représentants du gouvernement et de la société civile et aux parents. Et donc, c'était un moyen d'éliminer les obstacles et de bien soutenir les jeunes filles. Donc, comment avons-nous utilisé la radio pour améliorer l'engagement? Non seulement avons-nous utilisé la série, mais il fallait aussi assurer d'autres informations. Nous avons écouté les réponses des adolescentes et nous avons pu adapter notre réponse à leurs besoins. Donc, nous avons, avec ceci, présenté des experts qui travaillaient dans le domaine que nous présentions et nous avons aussi fait la collecte de données valables. Il est très important d'avoir des données sur les effets concrets parce que cela assure la durabilité d'un programme. Nous avons aussi fait des analyses sur les SMS, les discussions dans les forums. Donc ici, nous avons les informations, tous les SMS que nous avons reçus sur la santé sexuelle et reproductive, dès le début de la campagne jusqu'à la fin. Donc, au début, nous n'avons pas reçu beaucoup de SMS. Ce n'était pas un sujet très intéressant pour les jeunes, mais avec un engagement continu et les jeunes qui écoutaient à la série. Après, nous avons reçu plus de SMS et nous avons vu des réponses plus positives à ces questions. Et donc maintenant, nous avons aussi divisé le public par genre, par âge, et nous avons essayé d'emmener toutes ces populations vers un vrai changement comportemental. Je voulais vraiment souligner que ces décisions sont essentielles. Il faut bien écouter à la population cible. Comme j'ai dit, nous avons rediffusé cette émission 3 fois. Après, nous avons créé une nouvelle série qui a été diffusée pendant 3 ans. Il nous faut avoir des données sur l'impact. Il faut aussi pour assurer un financement des ministères et du gouvernement. Nous avons reçu de milliers de SMS des jeunes filles et des filles adolescentes. Les chaînes radio reçoivent toujours des appels, les jeunes qui disent « nous en voulons plus, nous en voulons plus ». Et on continue à organiser des dialogues en direct avec les experts. Et nous avons un public des milliers de jeunes qui veulent toujours plus, toujours plus. Et voilà, c'est un moyen d'assurer la durabilité de ces programmes. Une chose que nous avons constatée, la réponse que nous avons reçue venait des filles enceintes ou des filles qui ont été obligées de quitter l'école. Voilà quelques exemples des réponses. Nous avons l'école publique, mais les filles enceintes, les filles qui avaient un enfant étaient
très stigmatisés. Donc, nous avons pris toutes ces informations, nous les avons présentées au Population Council et nous avons élaboré et conçu d'une nouvelle intervention pour travailler avec les filles enceintes et les filles et les mères. Nous avons créé une nouvelle série dramatique qui continuait après Jack Rock. C'était Tignaco Malo ou soutenir les filles. Nous avons raconté l'histoire des filles qui étaient obligées de quitter l'école parce qu'elles sont tombées enceintes. Pour promouvoir et pour assurer le succès de cette émission, il nous a fallu l'implication du ministère. Et en fait, le ministère a décidé de continuer à utiliser la radio pour encourager plus de conversations avec et entre les jeunes filles et les adolescentes. En fait, il y avait des représentants du ministère qui ont continué avec les discussions en direct pour continuer à avoir les conversations avec les filles. Nous avons, avec cette série, essayé d'encourager les jeunes mères à retourner à l'école. Tout ceci a été informé par le travail du Population Council. Et nous avons aussi utilisé nos expériences de Chuck Rock. Merci. Merci, Brigitte, d'avoir présenté ces informations fort intéressantes. Notre prochaine présentation sera la présentation de deux collègues. Nous avons Caitlin Lair, qui est conseillère technique à InterHealth International. Elle est spécialiste de la conception axée sur les humains et la communication. Et elle est gestionnaire de produits pour Emiro. Co-présentateur, Louise Quirichia, qui est analyste des systèmes régionaux à InterHealth International. Elle est spécialiste dans la mise en œuvre des solutions techniques et la gestion des projets de logiciels. À vous la parole. Merci. Diapositive suivante. Donc, pour présenter un aperçu de Emiro, c'est un système de communication de sens qui essaie de lier les agents de santé et avec le soutien. Le système sanitaire les représentants du système sanitaire peuvent envoyer des informations aux agents de santé. Donc, on est capable de communiquer des informations sur les besoins sur le terrain et des réponses. On peut aussi présenter les informations sur les besoins dynamiques et l'infrastructure du système. On peut adapter Emiro au contexte différent pour répondre aux obstacles et aux barrières existantes entre les agents de santé et le système sanitaire. Cela peut nous aider à réduire les inefficacités de la communication, surtout en temps de crise. Ce programme a été conçu et construit au Libéria pendant l'épidémie de l'Ebola. Nous avons travaillé pour créer cette plateforme pour renforcer la communication du système sanitaire pendant la période de l'épidémie. À la fin de cette crise, le gouvernement libérien a noté que Emiro était une partie clé du plan national pour améliorer le secteur de la santé du pays. C'était un moyen d'améliorer le cadre de communication dans ce système sanitaire. C'était possible parce que le gouvernement a été impliqué dès le début pour toutes les étapes du développement de ce logiciel. Le Libéria utilise cette plateforme. Il y a d'autres pays qui ont commencé à utiliser cette plateforme au début pour répondre à la pandémie et pour d'autres choses aussi. Nous allons parler des adaptations plus tard. Pendant
l'épidémie de l'Ebola, la communication entre les représentants du système et les agents de santé communautaires était essentielle. Les agents de santé communautaires étaient souvent isolés et le gouvernement national n'avait pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait sur le terrain. Donc, MRO est un moyen de fournir des informations au ministère de la Santé envoyées par les agents de santé. Et après, les agents de santé recevront plus d'informations sur ce qu'il faut faire dans leur communauté. Donc, une communication routine peut être programmée, mais c'est aussi facile à envoyer des messages uniques. Et on encourage des échanges entre les agents de santé. On peut aussi envoyer des informations sans attente de réponse. Les messages peuvent être initiés par le ministère de la Santé ou par l'agent de santé. Si on va essayer d'envoyer des messages ciblés, on peut le faire si, par exemple, on a des informations confidentielles là-dedans, ou on peut avoir une portée plus élargie. Pendant la crise d'Ebola, on a découvert qu'on peut utiliser ce logiciel pour communiquer sur n'importe quel sujet. Et aussi, on encourage plus de communication et c'est un système qui peut être adapté. Nous l'avons adapté depuis le lancement du programme au Libéria. Comment fonctionne MRO? Nous avons quelques organisations ici sur cette diapositive qui ne sont pas très familières, mais je vais essayer de ne pas être trop technique. Ce n'est pas une nouvelle technologie, mais c'est un moyen de lier des technologies existantes. Donc, nous allons utiliser les systèmes d'information existants et nous allons les connecter avec les plateformes de communication populaires que vous voyez à droite. Nous utilisons des normes d'interopérabilité pour les échanges d'informations sanitaires, comme FHIR. Donc, c'était créé pour créer des connexions entre IRIS, IHRIS, qui est un système existant, et l'US Rapid Pro, qui est ici à droite. Nous avons créé un paquet de logiciels pour passer les informations. IRIS est un moyen de suivre et de déployer les agents de santé dans un système. Donc, nous l'avons utilisé pour mettre à l'échelle les communications locales. Pour les réseaux, nous avons utilisé plusieurs réseaux pour rendre MRO plus adaptable et pour respecter les systèmes FHIR. Nous l'avons fait avec un connecteur MRO. L'adaptabilité fait en sorte qu'on puisse faire plus avec ce logiciel. Tous les agents de santé ne devraient pas être impliqués dans la main-d'œuvre gouvernementale. On peut aussi envoyer des SMS, des vidéos, des images en utilisant le programme. Nous avons pris une autre mesure pour veiller à la réussite de MHero auprès des utilisateurs de façon que cette solution soit durable et d'avoir développé des outils et des ressources pour mieux comprendre le contexte de déploiement de MHero, édifier des capacités locales pour gérer et utiliser le système.
Nous avons par exemple un test d'état de préparation pour définir des facteurs du contexte local qui peuvent aider ou faire obstacle au déploiement. Il y a des questions sur l'appui du ministère de la Santé, la disponibilité du personnel, la disponibilité des composants techniques, infrastructures, etc. Nous avons également élaboré un modèle qui montre dans les grandes lignes de la mise en œuvre et pour chaque étape, le temps qu'il faudra pour l'effectuer, qui doit y participer et des questions et considérations. Par ailleurs, nous avons beaucoup de documents et d'outils pour appuyer les utilisateurs pour qu'ils puissent apprendre ceci. Donc, voici, on va vous parler maintenant de notre expérience au Kenya. Je vais maintenant vous parler de la mise en œuvre de ce... Nous avions beaucoup d'informations sur la COVID-19 dans le pays, mais qui étaient éparses. Et il était nécessaire que les secteurs de la prévention, du soin puissent avoir des informations centralisées et que tout le monde puisse avoir les mêmes informations très rapidement. Donc, les travailleurs de la santé, avec l'appui de l'USAID l'année dernière, nous avons déployé mHero au Kenya avec l'appui du ministère de la Santé et avec le département de la promotion de la santé du ministère de la Santé. Et également, des messages ont été affinés avec la collaboration de certaines divisions du ministère de la Santé du Kenya, ainsi que des organisations locales de santé communautaire. Il y a eu également un comité de développement de support de communication et d'éducation. Ceci s'est fait au mois d'août 2020. Il y a donc eu beaucoup de communication et d'échanges. Les messages ont été approuvés par le secrétaire permanent à la santé pour être diffusés par mHero. En 2021, les départements de la santé des comtés ont commencé à utiliser mHero. Et donc, on a commencé à faire des actions de formation du personnel du ministère de la Santé afin qu'ils puissent c'est une plateforme qui va dans les deux sens. On reçoit des messages de mHero et puis on peut recevoir des réponses de mHero. Donc, on peut également envoyer des messages de remerciement aux travailleurs de la santé. Nous avons reçu beaucoup de retours d'informations et d'appréciation des travailleurs de la santé par les travailleurs de la santé. Et donc, nous avons commencé à fournir des services plus ciblés, par exemple des services de santé de la reproduction ou de planification familiale. Il y a différents thèmes, donc des messages sur la planification familiale, le cancer du col de l'utérus ou de la prostate, sur la gestion de ces maladies, l'infertilité, les soins prénataux ciblés, etc. Donc, les travailleurs de la santé, par exemple, reçoivent également des informations concernant les hommes et les femmes parce qu'il est important pour nous que les hommes soient impliqués. Il y a également des informations sur l'utilisation des préservatifs masculins
Et nous fournissons également des informations très précises sur la santé de la reproduction pour que les clients puissent prendre des décisions éclairées. Donc, les travailleurs de la santé qui sont en première ligne sont en mesure d'habiliter leurs clients, les clients qu'ils servent, pour leur fournir les informations correctes, les bonnes informations. Et également, ce qui est important, c'est que les travailleurs de la santé en première ligne nous font des retours d'informations qui nous sont très utiles et qui nous rappellent sur quel sujet il faut communiquer davantage, etc. Alors, concernant l'adoption de mHero, plus de 80 messages ont été envoyés à 25 000 travailleurs de la santé dans tout le pays. Et à ce jour, nous avons envoyé plus de 2 300 000 messages groupés à des travailleurs de la santé. En juillet 2021, un atelier des parties prenantes a été organisé pour évoquer l'avenir de mHero, pour passer en revue les nouveaux messages sur de nouveaux sujets et former davantage de parties prenantes à l'emploi de cette plateforme. En ce qui concerne le déploiement de mHero au Kenya, nous avons constaté un grand intérêt des travailleurs de la santé qui n'utilisent pas ce système uniquement dans leur domaine à eux, mais communiquent également à d'autres travailleurs communautaires ces informations. Je vous remercie et je vais donc rendre la parole à Caitlin. Très bien. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu lancer mHero au Kenya et de l'avoir lancé à l'échelle nationale. Et nous sommes très heureux d'avoir pu partager ces expériences. À titre de conclusion, nous avons pu intégrer et donc ce logiciel est très souple. Et comme ce logiciel se fonde sur des standards d'interopérabilité mondiaux, il peut être utilisé par énormément de systèmes. Et donc, des communautés très diverses peuvent s'en servir. Et nous pourrons également faire évoluer ce logiciel en fonction des besoins des différents clients. Tout sujet peut être abordé. C'est un logiciel qui est évolutif et qui peut donc être intégré à l'échelle nationale. Il appartient au ministère de la Santé qui les mette en œuvre. Enfin, le déploiement de mHero doit se faire avec la participation du ministère de la Santé. Comme cela a été fait au Kenya, ce logiciel peut être installé sur les serveurs du gouvernement et adapté en fonction des différents systèmes des pays. Et tout ceci permet au ministère de la Santé d'être habilité dans sa communication en matière de santé dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. La diapo suivante, voici nos informations de contact. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caitlin. Et maintenant, nous allons passer à la présentation suivante.
de Christopher et sa collègue qui vont présenter Apojohn. Over to you, Bernard. Et donc, Bernard, je vous donne la parole. Bernard, are you on mute? Bernard, vous êtes. Est-ce que vous avez allumé votre micro? Oui, merci. Me voilà. Je suis le directeur adjoint et chef de projet des services Apojohn. Et donc, je vais vous parler de l'histoire de Apojohn. C'est un mot bangladais qui veut dire que nous gérons notre vie. Les services d'Apojohn ont été lancés ces services donc ont été lancés en 2010. La diapo suivante. En fait, donc en 2010, avec sous l'égide de l'initiative de santé mondiale qui devait maîtriser la technologie mobile pour sauver des vies. Et donc, Apojohn a commencé à faire partie d'un autre système. Donc, je vous passe la vidéo. C'est une solution novatrice qui utilise le téléphone mobile pour rendre la vie des mères et de leurs nouveau-nés meilleure et plus agréable. Ceci a commencé sous le patronage de MAMA, qui est une organisation fondée par l'USAID et Johnson & Johnson. En 2011, le scénario maternel et des nouveau-nés était alarmant. Une femme décédait chaque heure de complications liées à la grossesse. 15 nouveau-nés mouraient chaque jour de complications dans les 2 jours après leur naissance. Une mère sur 4 avait eu au moins 4 visites prénatales. Une mère sur 3 accouchait avec l'aide de professionnels de la santé et une femme sur 4 ne donnait pas strictement le sein pendant les premiers 6 mois. Apojohn effectue son travail en lien avec les ODD. Nous fournissons des informations importantes qui peuvent sauver la vie aux abonnés par des messages texte et voix, par exemple, liés à la date prévue de l'accouchement. Cette application concerne les femmes enceintes ainsi que les personnes qui sont liées avec elles. Et donc, cette application peut être téléchargée sur Google Play et l'App Store. C'est unique, c'est une application unique qui touche ses abonnés par des informations de santé, mais les abonnés peuvent également prendre contact avec Apojohn par le biais d'un centre d'appel qui fournit une aide importante ainsi qu'une ligne directement avec un médecin. Et donc, il y a des informations spécifiques dont la femme enceinte peut bénéficier à toute étape de sa grossesse. Et donc, cette application a été validée par des organisations nationales et internationales, y compris le gouvernement du Bangladesh. Cette application est en Bangla exclusivement pour les mères enceintes et plus de
de 50 000 mères utilisent cette application qui vient en aide à la femme enceinte avec des mises à jour hebdomadaires et des informations qui les aident à passer toutes les étapes de la grossesse pour les mener à terme dans les meilleures conditions. Plus de 2 millions d'abonnés utilisent cette appli et les mères ont ainsi pu modifier leur comportement afin d'avoir des grossesses moins difficiles. L'impact d'Aponjon dépend de la durée d'utilisation et de la qualité de l'adoption du service. Ensuite, il y a également une partie qui concerne les soins de santé aux nouveau-nés jusqu'à 9 mois. Et donc, il est nécessaire que l'abonné utilise au moins 3 messages par mois pendant 6 mois. Depuis septembre 2011, Aponjon a surmonté beaucoup d'obstacles afin de devenir une application destinée aux femmes enceintes afin qu'elles puissent avoir des grossesses plus faciles. Aponjon a reçu des récompenses nationales et internationales, une grande reconnaissance. C'est un produit qui est financé par les abonnements, par l'appui d'organisations diverses et c'est une appli qui est appuyée par des ONG, des organisations internationales et autres. Et cette application s'est engagée pour fournir des informations qui peuvent sauver des vies au Bangladesh et dans le reste du monde. Et grâce à Aponjon, nous pourrons avoir une nouvelle génération en bonne santé. Le pouvoir de la santé dans la main de chaque mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle explique énormément de choses sur ce que nous avons fait, sur ce que nous avons réussi à obtenir, à faire, à accomplir. Je pense que plusieurs services ont été abordés par la vidéo, mais nous avons étendu nos services qui comprennent aujourd'hui d'autres services, donc pour les mères, pour les femmes enceintes, pour les mères récentes, pour les bambins et les jeunes enfants et pour les adolescents et en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes. Hormis ces services, notre modèle de service peut accueillir n'importe quel contenu qui pourrait convenir, qui pourrait intéresser nos clients. Il y a également des modules de planification familiale. Et il y a également, par exemple, pour les femmes enceintes, on leur envoie un rappel concernant la planification familiale juste avant l'accouchement. Il y a également un service pour les nouvelles mamans et avant le 2e mois, nous envoyons des rappels aux femmes sur les questions de planification familiale. Il y a une foule d'informations et d'outils, des rappels en matière de planification familiale. Diapo suivante. Nous continuons à travailler sur le contenu. Nous avons une amélioration continue et rigoureuse des informations présentées par Aponjon. Nous travaillons avec
les initiatives de santé mondiale et aussi le gouvernement Bangladesh. Nous travaillons avec les ministères pour développer des cours spécifiques pour des clients cibles. Diapositive suivante. Ici, nous avons présenté les données du niveau national. Les clients d'Aponjon vont plus fréquemment aux visites des soins et reçoivent plus des services de planification familiale. Ici, nous avons les informations de la perspective des clients. 91% des répondants ont dit que Aponjon était une appli excellente. 82% ont appris de nouvelles choses avec notre service et 83% ont dit qu'ils recommanderaient l'Aponjon aux autres. Diapositive suivante. Quelque chose de très important par rapport à la durabilité. Une des aspects les plus notables d'Aponjon était que nous avons utilisé un modèle durable. Nous avions plusieurs niveaux. En 2018, avec un financement avec la fin du financement de l'USAID, nous avons fait une transition. Pour faciliter la transition, il fallait reviser et ajuster le contenu et les informations disponibles. Ici, nous avons une liste de nos partenaires. Nous avons plusieurs partenaires et nous avons aussi un réseau national. Nous avons 14 ONG nationales et internationales qui travaillent avec Aponjon. Ce sont des organisations qui soutiennent ce programme. Nous avons des sociétés qui sont très importantes au Bangladesh et au niveau national. Nous avons, des contacts de valeur avec les organisations différentes. Diapositive suivante. Comme je disais, je parlais de notre transition. Nous avons créé un modèle durable. Donc, nous avons passé à un système mobile. Nous avons présenté nos services aux initiatives sanitaires et aux campagnes nationales. Nous avons créé un centre d'appel et une ligne téléphonique pour offrir des conseils. Pour d'autres informations, la plateforme mobile et le service de centre d'appel. Pour ces deux services, nous avons travaillé en partenariat avec d'autres organisations pour continuer à offrir ces services. Diapositive suivante. Avec ce plan de transition, nous avons présenté de nouveaux services. Services de conseil, centre d'appel. Nous avons aussi
penser à la satisfaction des clients. Nous avons présenté d'autres services, un centre pour la santé sexuelle et reproductive à Koshore. Avec ce centre, nous avons organisé des entretiens et nous offrons 3 services différents. Les consultations médicales pour parler des questions fondamentales. Nous avons aussi des services psychologiques avec notre centre d'appel. Les clients peuvent utiliser l'appli mobile ou pour avoir un peu plus de soutien, ils peuvent appeler au centre d'appel. Nous avons aussi la capacité de nous adapter aux situations différentes. Nous pouvons nous adapter aux différents contextes sanitaires au Bangladesh. Nous sommes adaptés pendant la période de la COVID-19. Encore un point fort d'Aponjon est qu'au cœur de nos activités, nous pouvons continuer à ajouter d'autres services et nous assurons la prestation des services avec nos partenaires. Avec tous ces aspects, tous ces services, nous avons gagné quelques récompenses. Aponjon a reçu plusieurs récompenses, des récompenses pour l'inspiration, pour l'innovation. Et je vais parler de l'avenir avec la diapositive suivante. Voilà notre vision, nos espoirs pour l'avenir. L'utilisation d'intelligence artificielle, l'implication d'autres logiciels, de nouveaux services, d'améliorer le système sanitaire national, d'avoir des partenaires nationaux pour travailler dans plusieurs domaines liés à la santé. Merci. Merci Bernard de nous avoir présenté cette présentation. Maintenant, nous allons continuer avec la séance questions-réponses et notre modératrice sera Taylor Snyder. Elle est fondatrice et directrice de MAIHC. Nous avons travaillé avec PRB, Knowledge Success, TMCG au fil des derniers mois pour organiser cette présentation. Merci. Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion d'organiser cet événement. Nous travaillons avec plusieurs partenaires récemment pour rassembler ces intervenants formidables pour présenter leurs initiatives mondiales. Nous avons continué à suivre la boîte des dialogues et nous avons répondu à vos questions. Si vous regardez la diapositive suivante, vous aurez les coordonnées pour nos intervenants et pour tous ceux qui ont organisé cet événement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer les questions aux individus. Ces 4 présentations vous ont fourni des exemples concrets de comment la santé numérique peut être utilisée pour appuyer les programmes de planification familiale. Nous sommes ravis de voir à l'avenir comment ces innovations contribueront à vos idées.
Merci à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Nous apprécions fortement votre participation. Nous allons partager l'enregistrement en anglais et en français. Nous allons partager ces enregistrements aux centaines de personnes qui se sont inscrits et aussi à tous ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nous vous encourageons de re-regarder ces présentations pour capter les informations que vous avez peut-être loupées. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre événement. Donc, je vous remercie encore une fois de votre participation. Merci et bonne journée.